Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Et c'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Avec Mosley ce matin, on reçoit le ministre de l'Énergie. Oui, avec le Da Fresh Morning ce matin, on reçoit le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Patrick Ayorizan, qui est diplômé de l'École des sciences et gestion et des finances, mais aussi de l'Institut INTEC de Paris. Il a fait 10 ans en qualité d'auditeur à Ernst & Young à Libreville. Il est expert comptable, commissaire aux comptes agréé de la CEMAC, ancien directeur de l'audit interne de la BGD, ancien directeur général adjoint de la Poste SA, conseiller municipal PDG jusqu'aux années 2009, notamment à Bitam, responsable de l'organisation de la logistique de la campagne présidentielle pour André Mborbam, vous vous rappellerez de l'élection présidentielle anticipée de 2009, ancien conseiller municipal de l'Union nationale à Bitam, ancien trésorier général de l'Union nationale, ancien député de Bitam pour le compte de l'Union nationale, ministre de l'Eau et de l'Énergie depuis août 2017 à la suite de sa participation au dialogue politique d'Angondje et membre de Démocratie Nouvelle en ce moment, dont il est membre du directoire ou de l'exécutif, je pense. Et en situation d'éligibilité toujours. On va y arriver. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Dasfrel, bonjour Monsley, bonjour Gina. Je suis étonné que vous ayez mon CV aussi détaillé, mais bon, je vous en félicite. Monsieur le ministre, vous avez ce qu'on appelle un CV en béton. Je ne sais pas s'il est en béton, mais bon. Vous étiez donc à Gabon Post, est-ce ça? Oui, je fais partie effectivement de la première direction générale qui a constitué donc la Poste SA, la Poste qui est en liquidation aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer cette liquidation? Vous n'êtes pas un peu responsable, non? Non, bon, moi ça fait depuis à peu près 2009, fin 2009 que j'ai été limogé à l'époque, donc bon. On vous a limogé. Disons que j'ai été remplacé, voilà. Ça c'est du politiquement correct, c'est peut-être dans la suite. Mais c'est quand même un système que vous avez mis en place. Non, c'est pas un système, c'était une manière de fonctionner en fait. Qui était neuve, hein, qui était partie sur des bonnes bases pour avancer. Je crois qu'après il y a eu des errements avec notamment Postbank. Je crois que c'est là où il y a eu des dérapages. Et puis également quand même quand il y a eu la mutation entre tout ce qui était manuel dans la caisse d'épargne et qui a été informatisé, je crois que là-dedans il y a des gens qui ont trouvé leur compte. D'accord, ok. Donc ce matin, nous avons un conducteur, c'est ça, monsieur? Oui, nous avons un conducteur. Nous parlerons un peu de tout ce qui concerne son secteur. Vous savez qu'il a deux activités principales qui sont la distribution de l'eau et mais également celle de l'électricité qu'on appelle le courant au quartier. À nous, la première question qui nous vient, c'est celle de savoir quelle est aujourd'hui la situation qui prévalerait entre l'entreprise Veolia, l'ancienne responsable de la concession, et l'État gabonais. Et surtout qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui, on considère que c'était une rupture brutale du contrat de concession. En fait, depuis la rupture, comment se vont les choses? Bon, il y a deux choses. Je veux séparer deux choses. D'une part, il y a une gestion juridique de l'affaire aujourd'hui, puisqu'effectivement, nous avons résilié le contrat de concession dans les droits les plus absolus. Il y a une loi qui encadre effectivement également les réquisitions. Nous avons réquisitionné la société parce que ça ne marchait pas. Donc c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de communications de la part de Veolia qui se sont agitées, etc., etc. Nous sommes restés droits dans nos bottes. On nous a convoqués au CIRDI. Donc actuellement, nous avons préparé notre dossier et c'est un dossier, je vous l'assure, en béton. Et je crois que le 20 juin, donc à Paris, d'ailleurs je vais partir ce soir, puisque la première audition donc, du CIRDI va se passer ce soir. Donc nous, on a entendu beaucoup de choses, l'État va être condamné, etc. Moi, je vous garantis, je dis bien je vous garantis que l'État n'y laissera pas un denier public dans cette affaire. Nous sommes dans nos droits. Je crois que nous avons réquisitionné pour utilité publique parce que le service public n'était pas correctement assuré. Et donc, aujourd'hui, Veolia en a conscience. Je crois que c'est eux-mêmes qui sont en train de revenir vers nous pour une situation, on va dire, apaisée. Donc, nous devons faire les comptes. Qui doit à qui? Donc, comme je disais, d'une part, nous sommes tenus par la loi d'indemniser Veolia pour les manques à gagner pour la période que nous avons donc réquisitionnée, c'est-à-dire il restait 4 ans à peu près. Comme je disais, les résultats sont là, c'est zéro.
Donc 0 fois 4, ça fait pour moi, ça fait 0 déjà. Et ensuite, vous savez, même comptablement, la gestion de cette concession a été mal faite. Nous, État, nous avons investi. Ces investissements ont été incorporés dans le bilan de Veolia. Et bon, je ne vais pas trop parler technique, hein, mais ce qu'on appelle l'amortissement de caducité ou la caducité non amortie, c'est-à-dire quand les biens de retour reviennent à l'État, sont déjà augmentés des investissements de l'État, ce qui n'est pas normal. Ensuite, les investissements de Veolia qui ont été faits, ça devait être des investissements structurants. C'est-à-dire que quand on fait une usine d'eau potable, c'est structurant. Mais quand on répare les moteurs, ce n'est pas structurant. Donc, nous avons fait des hausses tarifaires. Les Gabonais ont supporté donc l'augmentation de l'eau, de l'énergie pour financer des investissements. Et Veolia a réparé seulement et fait quelques retouches et quelques bricoles. Donc, le déficit en investissement est de 77 milliards et là, c'est cash. Donc, déjà, ils nous doivent ça dès le départ. Et on peut avancer comme ça. Vous avez des centrales qui ont été désossées. Vous avez à Bongolo les turbines sont cassées. C'est des milliards qu'il va falloir réparer. Nous allons prendre des auditeurs internationaux légalement reconnus et ils vont faire le job pour dire que qui doit à qui. Moi, je vous dis que c'est eux qui vont nous devoir. Vous envisagez l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tractations? Est-ce qu'on peut connaître le nombre on va dire des investisseurs intéressés par le secteur de l'eau et de l'électricité? Je voudrais compléter. J'ai dit il y avait d'abord une première partie juridique. Nous allons sortir de ce problème juridique avec Veolia puisque nous avons réquisitionné pour 12 mois. Et il y a la gestion opérationnelle. Aujourd'hui, ce sont des Gabonais qui gèrent l'ASEG. C'est vrai, les gens vont se plaindre, mais on a oublié, je pense d'ailleurs, je me suis fâché avec un peu la SEG pour dire que la communication de la SEG n'est pas bonne. Nous avons raccordé 3000 foyers depuis que nous avons pris les commandes de la SEG. Nous avons réparé plus de 160 fuites par semaine. Nous sommes allés après compteur dans les casernes. Vous aviez par exemple à Fopi, c'était 18 000 mètres cubes par mois qu'ils consommaient, ça partait dans la nature. Donc il y a des gens qui ont commencé à retrouver de l'eau dans les quartiers, dans leurs maisons, ils étaient contents. C'est vrai que ça fait l'effet d'un soufflet puisque nous arrivons aujourd'hui dans la période d'étiage où il y a une baisse forcément de la production de l'eau et on demande vraiment aux Gabonais de comprendre que nous gérons un héritage. Monsieur le ministre, vous le dites depuis la réquisition. Non, c'est-à-dire que l'héritage que nous gérons aujourd'hui, c'est vrai que c'est 20 ans de sous-investissement. Donc c'est pour ça que avec la période d'étiage aujourd'hui, c'est vrai que les gens vont souffrir, vont se plaindre, mais il faut comprendre que nous avons aujourd'hui démarré un programme pour remettre tout à flot. J'arrive de Corée du Sud, invité par la BAD avec M. Robert Mouzouko, qui est le représentant de la BAD ici. La BAD va nous accompagner pour faire le grand Libreville en termes de réseau. Donc tout le réseau va être déposé, comme on dit. C'est 150 km de réseau qui vont être remplacés et également qui va rentrer dans les quartiers. C'est également donc la nouvelle usine avec Eranov, traitement d'eau. Bon, il va y venir tout à l'heure peut-être. 140 000 m3 par jour de plus. Donc tout ça, il faut compter 24 mois, je veux dire. Mais en attendant, il faut que les gens prennent le mal en patience. Moi, je vais vous faire une confidence. C'est que, vous savez, même le chef de l'État lui-même, même le Premier ministre, ont eu des problèmes d'eau. Donc, est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre? Ça concerne tout le monde. Moi-même, chez moi, j'ai des problèmes d'eau aujourd'hui. Et effectivement, c'est l'héritage des personnes qui, avec les hausses tarifaires, ont distribué du dividende. C'est-à-dire, au lieu d'investir, en fin d'année, on se sert, comme on dit, de l'argent sur le dos des gens. Monsieur le ministre, c'est bien de dire que vous avez des problèmes d'eau chez vous, mais que dire aux populations, par exemple, qui sont derrière l'hôpital militaire du PK9 ou encore ceux de Kingele, ou des personnes qui se baladent à longueur de journée avec des bidons dans leur voiture? Aujourd'hui, voilà. Est-ce que ça leur permet de continuer à d'avoir de l'espoir ou simplement c'est juste un effet d'annonce? Non, le dire et le dénoncer, ça veut dire que c'est un problème national. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons pris la mesure. Le courage de résilier avec Veolia, ça fait du bruit au début. Veolia a menacé de dire qu'on ne doit plus investir dans 15 pays africains, etc., etc. Ça a fait quand même, comme on dit, un effet boomerang, boule de neige, si on veut. Mais après, ils sont revenus quand même à la raison. Je pense que le courage qu'on a eu, c'est on dit stop. Donc
dès lors que nous avons dit stop, maintenant, nous prenons les engagements pour que nous corrigions. Mais le problème, ce sont des gros investissements qui mettent du temps. Donc faire une usine de 140 000 mètres cubes d'eau par jour, je peux vous garantir qu'on ne le fait pas en 36... Est-ce que l'État gabonais va trouver les financements pour construire pour remettre à plat ces infrastructures? Et c'est là où on revient à la question de l'intéressement par rapport aux investisseurs internationaux. Non, vous savez, le problème de l'eau, c'est que c'est un domaine qui n'est pas forcément très rentable. Donc nous sommes en train de réfléchir. Bien sûr que nous avons réfléchi avant. Disons que ce qui est important pour nous, c'est que la BAD nous accompagne à hauteur, je crois, de 200 millions d'euros. La loi rectificative des finances qui est en train d'être prise, donc, intègre effectivement. D'un côté, on se désendette sur des projets, notamment énergétiques, où on peut trouver des financements novateurs comme les partenariats publics-privés. Au niveau de l'eau, nous sommes obligés de mettre la main dans la poche. Donc, nous allons... C'est pour ça que j'étais en Corée pour dire que notre affaire d'eau va passer au conseil d'administration de la BAD dès le mois de juillet là. Et normalement, il va y avoir les appels d'offres qui seront lancés en fin d'année pour qu'on puisse commencer les travaux sur le réseau. Parce que faire une usine d'un côté et injecter de l'eau supplémentaire dans un réseau qui est, excusez-moi du terme, pourri, ben ça veut dire que l'eau va aller encore dans le sol et on va toujours avoir le même problème. Donc on prend le problème à bras le corps pour dire le Grand Libreville, on enlève le vieux réseau, on remet des canalisations neuves, on agrandit le réseau. Ça, c'est pour Libreville et ça sera le cas pour les 18 villes du Gabon. Monsieur le ministre, là, vous parlez au futur. Vous avez dit que le président, le Premier ministre et vous-même, d'ailleurs, vous connaissez des problèmes d'eau. On parle des quartiers du centre-ville de plein Niger, des vieux quartiers du Libreville, le premier arrondissement, un petit peu partout. Des gens, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas d'eau. On parle de personnes qui vivent au PK9, derrière l'hôpital militaire, qui n'ont jamais vu une goutte d'eau sortir de leur robinet et qui s'approvisionnent dans les puits. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la situation que les Gabonais connaissent aujourd'hui avec les difficultés d'approvisionnement en eau va en gros aller de mal en pis le temps que l'on fasse des investissements dans le secteur? Non, je ne dirais pas forcément de mal en pis, puisque bon, on va passer les 2 mois difficiles là, comme d'ailleurs l'année dernière, Veolia était là, je me rappelle, on distribuait l'eau dans les quartiers. Donc ce qui est sûr, c'est que d'une part, vous savez, même la mauvaise foi, je vais vous dire ça. Nous avons trouvé un forage qui existe à Okala-Source, qu'on appelle là, il y a 3 jours. Et c'est un forage qui est là, qui a 15 mètres cubes heure, je crois, et qui n'est pas exploité. Donc, j'ai donné des instructions avec la SEG, on va mettre des pompes, etc. Et puis, il y a un château d'eau à côté, on va monter l'eau, et puis par gravité, on va essayer de trouver des solutions. On essaie de trouver des solutions palliatives. On a trouvé la SEG dans un état de délabrement avancé, en trésorerie zéro. Ce sont des gens qui fonctionnaient avec des comptes négatifs volontairement parce qu'ils ont tellement d'affaires juridiques qu'à la limite, dès que vous mettiez 100 francs sur un compte, ça veut dire que les justiciables tombaient dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il a fallu d'abord... Vous savez, les 13 expatriés de Veolia, combien ils coûtaient au Gabon? Ils coûtaient à peu près 14 milliards. À l'année ou le mois? À l'année. Donc, je vous dis que sur 14 milliards, je pense que nous faisons des économies et de manière à essayer, nous aussi, de pouvoir investir, préparer. Mais vous savez, c'est une longue machine qui doit se mettre en place. Donc, je crois que les 6 mois que nous venons de passer, ça nous permet maintenant de remettre de l'eau dans le moulin. Vous avez la Société de patrimoine qui était quasiment asphyxiée. Elle n'arrive pas à payer ses dettes d'un côté. Vous avez le Conseil national de l'eau et de l'électricité, pareil, qui est quasiment à terre. On ne leur donnait rien. Donc, on est en train de remettre un peu donc, de l'huile dans le moteur. Et ça prend un peu de temps. Quelles sont les dispositions que le ministère a commencé à prendre maintenant, les dispositions sur lesquelles vous travaillez, de sorte que ce qu'on a fait avec la SEG ne se reproduise pas avec le prochain investisseur qui reviendra? Par exemple, le fait de mettre tous les Gabonais d'un côté. Avec l'État. Voilà. Bon, vous savez, moi, je veux pas parler d'investisseur qui va venir parce qu'on va pas enlever Veolia pour remettre le même style de gestion et de management dans l'eau et l'énergie. Aujourd'hui, on a fait le tour de ce qui se passe dans les pays du monde. Je crois qu'on a avancé en modernité. Il y a des pans comme le transport, normalement, qui doit rester sous la souveraineté de l'État, de manière à ce qu'on n'ait pas à subir le diktat d'un seul opérateur. Est-ce que le Gabon est suffisamment grand pour accueillir ce modèle? Est-ce que donc, ça, la modélisation du secteur, maintenant que nous avons toutes les cartes en main, nous sommes en train de travailler sur ça. Donc, je puis vous garantir que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, même en régie, même en France, l'État reprend la main sur ce secteur. Donc, on n'est pas encore à dire qu'on va aller travailler avec X ou avec Y. On est en train de voir ce qui est viable et ce qui est le mieux pour nous. Les activités vont démarrer dans combien de temps? C'est-à-dire? Les activités de votre remise à plat des circuits d'eau
d'adduction d'eau dans la capitale. Ah bon, si, bon là je reviens un peu en arrière. Donc effectivement, les travaux du Grand Libreville devraient commencer en fin d'année 2018. Et également, on est avec Eranov et le Fonds Gabonais d'investissement stratégique pour l'usine de production d'eau qui sera Antoum 7. On parlait d'une usine à Kango, finalement, on va la ramener plus vers Antoum et on va pomper donc dans 3 rivières, Lambé, la Banga et puis une autre rivière, j'ai pas le nom, et de manière infinie. Nous aurons donc les capacités de manière infinie à gérer maintenant la production d'eau pour les années futures. Est-ce que les débits de ces rivières-là seront réellement en mesure d'alimenter aussi bien Libreville que toute la province de l'estuaire? Parce que la question de l'accès à l'eau potable aujourd'hui, c'est une question qui est contenue dans le plan stratégique Gabon émergent, mais également dans les objectifs du millénaire. Est-ce que à terme, les Gabonais pourront, dans les villages... Parce que des fois, les rivières là sèchent et puis il n'y a plus d'eau, quoi. Voilà. Bon, c'est une raison qu'on nous donnait souvent. Non, pour l'instant, effectivement, c'est Lambé, dans lequel on prend l'unique rivière dans laquelle on pompe. Effectivement, quand il y a la saison sèche, écoutez, le débit baisse, donc on ne peut plus pomper suffisamment. C'est pour ça que maintenant, nous allons pomper simultanément dans 3 rivières. Et là, avec les calculs que nous avons, on a, comme on dit, la latitude, disons qu'il n'y aura plus de problème de saison sèche qui va se poser. Donc moi, quand je travaille, gérer, c'est prévoir. Aujourd'hui, c'est pas quand on va gérer. On ne prévoit pas pour 2025, on prévoit pour au moins 2035. Hein? Donc avec la possibilité de s'étendre au fur et à mesure. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'est pas question de vous engager à nouveau avec un opérateur X ou Y parce que l'expérience vous a donné des leçons. Est-ce que ça ne fait pas craindre le fait qu'on soit toujours en situation de monopole de la part de la SG, même si l'entreprise finit par être au maître de l'État entièrement? Non, bon, vous savez, on est en train de revoir un peu le modèle. Moi, je crois que, par exemple, si vous prenez la grande station thermique d'Ovendo, nous avons un groupe qui s'appelle Versila, pour ne pas le nommer, qui souhaite redonner un coup de fouet à cette centrale sous la forme d'un PPP. Jadis, c'était exploité par la SEG. Demain, on va donner ça à Versila. Donc, tout ce qui est producteur d'énergie. Vous avez Télémania, vous aurez Versila, vous en aurez d'autres. Nous sommes sur plein de projets. Vous avez des projets hydroélectriques, vous avez FE2, vous avez les Chinois, etc., etc. Donc, chacun va pouvoir produire son électricité. Dès lors, on n'est plus en monopole. Et ensuite, comme on dit, le transport énergétique qui est aux mains de l'État, normalement, fait le dispatching. Si j'achète l'énergie à 24 francs le kilowattheure chez X et à 12 francs chez Y, vous comprenez qu'il y a de la concurrence. Et là, à ce moment-là, c'est bon pour le secteur et pour le consommateur. Donc, c'est vers là que nous voulons tendre. Nous ne voulons pas que la SEG produise, seul transporte, seul distribue, commercialise, parce qu'après, vous avez des directeurs financiers qui disent, si vous ne payez pas, je vous coupe l'électricité. Donc, si on vous comprend bien, les entreprises qui vont s'intéresser à la position de l'eau et de l'électricité au Gabon devront s'intéresser d'abord à la question de la production et l'État se chargera de la distribution. Bon, je n'ai pas dit que l'État se... Mais il peut y avoir de la distribution faite par un autre opérateur ou deux. C'est-à-dire, vous pouvez distribuer et l'énergie et l'eau ou l'un des deux. Donc en ce qui concerne les zones rurales, comment vous faites? Quelle est la stratégie du ministère pour la distribution d'eau dans ces zones-là? Surtout qu'on sait qu'on avait un programme d'hydraulique villageoise. Où en est-on avec ce programme? En fait, vous savez, au Gabon, beaucoup de villages sont desservis avec l'hydraulique villageoise. Le problème, c'est l'entretien. Nous avons un budget pour remettre à flot les pompes existantes, c'est vrai. On connaît des problèmes financiers qui ont ralenti un peu ce projet. Ça, c'est une chose. Il y a les mesures donc, prioritaires du chef de l'État, 925 pompes d'hydraulique villageoise, dont on doit commencer dans les tout prochains jours pour mettre ces pompes-là. Donc, c'est vrai que la distribution d'eau, et il y a également, avec la Banque mondiale, un grand programme de l'accès aux services de base, des mini-réseaux pour les grands villages, etc. etc. Dans le Wollentem, il y a Awa qui a ça, c'est le plus grand village du Gabon, je crois, où vous avez des panneaux solaires avec des pompes, etc. etc. et un mini-réseau. Donc, on appelle ça des AEP. Et donc, nous allons également vulgariser les AEP, mais avec, comment on dit, avec derrière ce qu'on appelle un compte de pérennisation, c'est-à-dire un opérateur qui va faire l'entretien. Parce que le problème de chez nous, c'est l'entretien. Vous avez Bicondom, par exemple, ils ont un AEP, donc un accès à l'eau potable, qui a été fait par le ministère de l'eau et de l'énergie. Mais aujourd'hui, la personne qui l'entretient n'est pas payée, on ne sait pas qui doit la payer. Il y a du gasoil à payer, on ne sait pas qui va payer. Et la SEG n'a pas la main dessus pour facturer. Donc, vous voyez, c'est ces problèmes-là qu'il faut trouver pour pérenniser
les investissements que l'État fait dans ces domaines. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps, monsieur le ministre, d'associer la société civile dans ce type de gestion, étant donné que si nous parlons de l'hydraulique villageoise, on a vu récemment une association ou une ONG qu'on appelle Konami, qui est dans le département du Haut-Tem à Mivoul, qui a travaillé à remettre à flot toutes les pompes hydrauliques villageoises. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui pour le gouvernement d'associer ce type d'initiatives citoyennes? Toutes les initiatives sont les bienvenues. Je crois que le but pour nous, c'est, je crois, bientôt, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on fasse les états généraux du secteur de l'eau et de l'énergie avec tous les acteurs. Vous avez vu, il y avait Consuelec, jadis, qui avait un rôle, etc. Bon, il paraît qu'ils sont fâchés. C'était une association qui était devenue à but lucratif. Bon, il y a eu un arrêté du ministre précédent qui a interrompu tout ça. Bon, je crois qu'à un moment donné, il faut que tout le monde s'assoie, tous les acteurs, et qu'on trouve des solutions parce qu'effectivement, ça concerne tout le monde. Et il y a des pays, ça fonctionne très bien. Donc je crois que les initiatives de la société civile en la matière pour nous aider à pérenniser les investissements que l'État fait, moi je dis que je suis favorable. De la même manière, monsieur le ministre, qu'on accuse les maisons de téléphonie mobile et les fournisseurs de services Internet d'être coupables de la dégradation du réseau routier à Libreville, la SEG ou alors le réseau de fourniture d'eau de la ville de Libreville est tout aussi coupable de la dégradation du réseau routier. Vous pouvez le voir à Wenje. Juste à la montée, il y a une véritable piscine à cet endroit et il y a plein d'exemples comme ça dans Libreville. Donc cet écoulement perpétuel de l'eau sur la voie a un impact grave et néfaste sur l'état du goudron. Est-ce que vous prenez en compte cette question? Est-ce qu'il y a un service à la SEG qui s'occupe de vérifier au niveau de votre ministère ou au niveau de votre ministère, ou c'est une question non? Bon, vous savez, comme je disais, c'était la réparation de 160 fuites par semaine. Je sais qu'il y a une espèce de réseau WhatsApp qu'ils ont fait. Dès qu'il y a des fuites, ils se balancent les images et ils interviennent aujourd'hui. Si vous me dites qu'il y a une fuite à ONG, je ne suis pas au courant, mais dès que... Il y a une fuite aussi à Libanding. Voilà, dès que je vais sortir effectivement du studio, je vais appeler le directeur général et puis ils vont aller voir sur place parce qu'effectivement, il faut également que quelqu'un qui n'a pas d'eau chez lui et qui voit une fuite qui est béante devant son trottoir, il faut lui dire que si jamais on répare la fuite, il aura l'eau chez lui. Donc je crois que c'est surtout ça, c'est l'élan citoyen et aider aussi la SEG à intervenir rapidement. Ils le font aujourd'hui. On l'a fait. Je vous dis que le réseau, il était à 51%. C'est-à-dire que si jamais vous avez quasiment 50%, si vous produisez 100 litres, vous avez 50 litres qui sont facturés. Ce qui veut dire les 50 autres, il y en aura peut-être 25 ou 30 qui seront dans les fuites et 20 qui vont être volés parce qu'il y a des compteurs qui sont, comme on dit, distraits de la procédure normale. Et nous sommes passés à 58% en l'espace de 4 mois. Ce qui veut dire qu'on a augmenté le rendement. Donc, c'est avec les réparations des fuites. Monsieur le ministre, qu'en est-il de la communication, pardon, Moslem, ma dernière question, qu'en est-il de la communication de la SEG? Déjà à l'époque Veolia, on se plaignait de ce manque de communication de la SEG. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont véritablement pris en compte cette donnée? Parce que là, vous parlez d'un réseau WhatsApp qui existe pour informer, par exemple, en ce qui concerne les fuites. Je ne sais pas si sur cette table, quelqu'un est au courant de ce réseau. Bon, c'est un réseau interne, je disais. Ah, d'accord. Mais par contre, effectivement, je le disais tout à l'heure, je suis mécontent de la communication de la SEG parce que ça me fait penser à une communication de compagnie aérienne. Vous savez, vous attendez votre avion, on dit il est retardé d'1 heure, 2 heures, et puis vous ne savez pas pourquoi. Ou quand vous prenez le train, c'est la même chose. Mais là, également, la SEG, c'est une vieille machine. Je crois qu'il y a besoin d'insuffler un peu de jeunesse dans la communication. Je veux qu'on soit pro-réactif. C'est très important. Moi, je veux une communication au fil de l'eau. Il faut que les Gabonais sachent qu'aujourd'hui, nous faisons au mieux pour essayer d'améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'électricité de tous. C'est un héritage que je le répète encore, je le martèle, c'est un héritage de Veolia que nous gérons. Il faut absolument que les gens puissent nous comprendre. Vous savez, ils ont salué de manière salutaire, comme on dit, le fait d'avoir réquisitionné la SEG. Il ne faut pas que demain, ça se retourne contre nous en disant que c'était pire qu'avant, alors que ce n'est pas ça. Vous savez, l'autre jour, il y avait le match Marseille, la finale de la Coupe d'Europe, et au moment où l'arbitre met le sifflet dans la bouche, coupure générale. Alors, vous voyez, le téléphone sonne chez le ministre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas notre faute. C'est-à-dire, vous avez par exemple des gros orages qui sont tombés sur Kingele et qui font déclencher les deux seules lignes que nous avons et qui secouent simultanément. Le temps de remettre en place tout ça, il a fallu pour un quart d'heure, pour l'autre 1 heure.
Bon, c'est vrai que quand les gens ont ouvert leur télé, il y avait 3-0 contre Marseille. Il y a beaucoup de gens qui en disent. Je comprends. Ah bon, monsieur le ministre, il y a quand même une situation qui se pose aussi. Là, on passe à l'électricité. C'est vrai que vous avez demandé aux Gabonais d'être encore patients pour la question de l'eau. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui le réseau électrique au niveau de Libreville, avec les branchements qu'on y rencontre, on se trouve face à un problème qui est celui de la baisse des tensions et qui endommage gravement l'électroménager dans les ménages. Quelle est la solution aujourd'hui envisagée par votre ministère et votre entreprise qui est la SG? Comme je dis, c'est toujours la même chanson, c'est un héritage. Donc vous avez par exemple sur Angondje, sur Okala, vous avez effectivement des guirlandes qu'on appelle. Monsieur le ministre, quand il y a le décès, on fait le conseil des familles pour voir comment on va gérer l'héritage. Voilà. Donc ce que nous avons fait effectivement, c'est qu'aujourd'hui nous allons d'une part doubler certains transformateurs et puis les redimensionner. Donc je crois que c'est un travail qui a été déjà planifié et qui va commencer pour essayer effectivement que les baisses de tension ne perdurent pas. Donc aujourd'hui au Gabon, pour avoir un transformateur, il y en a un stock à la SEG, donc ils essayent de le faire, mais il y a une société, la seule société qu'il y a dans la sous-région en Afrique centrale, c'est la société La Gabonaise d'énergie qui produit des transformateurs. Je crois qu'on va également travailler avec eux. Et bien entendu, avec dans la rapidité aussi, parce que vous savez, hein, nous avons des points au Gabon sur des transformateurs en tension. Je vous dis que si jamais, comme on dit, ça clash, ça veut dire que c'est pendant 2 ou 3 mois qu'il n'y aura pas d'électricité dans ce secteur. Je vous dis qu'il y a des problèmes, vraiment, il n'y a pas qu'à Libreville. Je dis dans le Haut-Togo notamment, à Mwanda, il y a des risques élevés. À Port-Gentil, il y a des risques élevés. Donc, nous sommes en train vraiment de nous attacher à trouver des solutions dans les meilleurs délais parce que je vous dis que la situation était plus que déplorable. Alors, l'État avait envisagé entre 2010 et 2015 de mettre en place un certain nombre d'infrastructures. C'est vrai que tout à l'heure, vous les avez effleurées, notamment les barrages hydroélectriques des chutes de l'Impératrice, FE2, Grand Poubara 1 et 2. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur le ministre? Alors, j'ai trouvé effectivement ces dossiers qui étaient un peu en stand-by pour plusieurs raisons. D'une part, il y avait une première société sur laquelle on avait attribué les marchés qui s'appelait Coder à l'époque. Un de mes prédécesseurs a mis un stop à tout cela. Il y a eu encore un appel d'offres. La société CGGC a gagné donc FE2 et les Impératrices, mais c'est un constructeur et avec un prêt Exim Bank China. Aujourd'hui, la situation d'endettement du pays ne permet pas forcément de pouvoir avancer avec des prêts. J'ai donc pris sur moi d'abord de séparer les deux marchés et d'attribuer donc un partenariat public-privé à une autre société chinoise qu'on appelle TBEA pour les chutes FE2. Nous avons maintenant, donc, qui devrait commencer assez rapidement. Maintenant, dans quel délai, monsieur le ministre? Assez rapidement, c'est un peu vague, je m'excuse du terme. Entre le moment où vous décidez de faire un barrage hydroélectrique et la mise en service, moi je pense qu'il faut attendre 5 ou 6 ans, on va dire ça comme ça. Bon. Les études sur FE2 sont quand même relativement bien avancées et je pense qu'il faut tabler pour 3-4 ans pour qu'on puisse finir ce dossier. Maintenant, les Impératrices, j'ai donné également un délai. Nous avons une grande réunion, donc, un sommet chino-gabonais à Beijing au mois de septembre. Et effectivement, les dossiers comme l'Impératrice, moi j'estime que si jamais on ne trouve pas une solution d'ici septembre, il faudra qu'on cherche je pense, en partenariat avec la Chine, un candidat pour un partenariat public-privé pour avancer sur ces dossiers parce qu'on ne peut pas faire des promesses et ne pas les tenir. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime aller jusqu'au bout, je lance au moins les choses et je vous garantis que, en tout cas, quand je m'attelle à quelque chose, j'essaie d'aller jusqu'au bout et c'est ce que je fais. Le Grand Poubara 1 et 2 Grand Poubara 1 et 2, bon, ça ce sont des... Bon, vous savez, il y a le Grand Poubara, il y avait d'abord Poubara qui appartenait à la SG. Il n'y a pas assez d'eau pour tous les barrages. Donc ça a été mal pensé, il faut dire la vérité comme elle est. Aujourd'hui, Grand Poubara n'est pas complètement en activité parce que l'appel en face, vous avez Comilog qui est demandeur, mais les 160 MW qui sont prévus, on tourne à 70, ils en appellent 70, et il faut évacuer le courant. Quand vous mettez du courant, il faut l'évacuer, c'est-à-dire il faut qu'au bout, il y ait une ligne qui... Donc il y a effectivement des miniers, des opérateurs dans les mines qui sont demandeurs. Le Congo est demandeur, donc nous sommes effectivement en train d'avancer sur ces dossiers pour qu'on puisse mettre toutes les turbines à plein régime, parce que sinon ça s'abîme. On a parlé du raccordement en eau, monsieur le ministre, j'ai envie de parler du raccordement en électricité. Le fait d'avoir un compteur électrique au Gabon
souffre d'une sorte de mafia qui s'est développée autour. Ça, c'est une des questions. Donc, je voulais savoir si vous êtes informé de cette mafia dans votre ministère. Deuxième question, aujourd'hui, on voit que les opérateurs ou les fournisseurs de services Internet procèdent à une sorte de nettoyage dans la disposition de leur câblage parce qu'ils ont reçu des instructions où ils doivent le faire de manière propre, si on peut le dire de manière triviale. Et quand vous regardez dans les différents quartiers de Libreville, aussi bien pour l'eau que pour l'électricité, il existe de sortes de branchements araignées qui ne garantissent pas toute la sécurité possible aux populations. Est-ce que ça aussi, c'est une question que vous avez pris en compte? La première question, c'était La première question, monnayage. C'était le monnayage des compteurs. Il y a une arnaque sur le compteur. Je vais vous prendre un exemple simple. C'est qu'en 1997, quand Veolia donc, gagne l'appel d'offres, le Gabon était le 129e pays en termes de branchement. C'est-à-dire que quand vous demandez un compteur, vous avez... 129e dans le monde. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes 171e. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une dégradation en 20 ans. Vous voyez, on a perdu beaucoup de place. de place. Bon, c'est pareil. Nous sommes sur une opération d'intensifier, d'une part, la livraison des compteurs EDAN. Je crois que ça a quand même un relatif succès. Ça permet également, avec les nouvelles technologies, de pouvoir payer à distance avec le téléphone, etc., les unités. Donc ça, c'est dans le programme, effectivement, des investissements de la SEG de cette année. Intensifier le recours, donc, bien entendu, à EDAN. Et également, bien sûr, raccourcir les délais. C'est pour ça que la SEG, l'autre jour, va ouvrir une nouvelle agence à Libreville-Nord, c'est-à-dire l'ancien Pélisson. Je crois que c'est le secret de Polichinelle, puisqu'on en parle déjà. Effectivement, on va prendre cet espace pour faire une grande agence, pour permettre à tout le monde de venir donc pouvoir s'approvisionner en électricité et faire les démarches. Donc ça veut dire qu'on essaye également d'augmenter le nombre des agences pour que la qualité du service puisse être améliorée et également les délais puissent être raccourcis. Maintenant, vous savez, c'est une vieille machine. Moi, j'ai appris que même là où, vous savez, les espèces de plots en béton où on met les compteurs, il paraît qu'il y en a qui sont privés. Des fois, les agents vous disent qu'il faut payer 50 000 pour louer. C'est faux. Moi, je dis c'est faux. Il n'y a pas de ça. Donc, tout comme les poteaux électriques. Les gens doivent faire des réclamations. Il ne faut pas avoir peur d'aller se plaindre. Quand il y a quelque chose qui ne vous paraît pas normal, vous allez à la SEG, vous vous plaignez. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a dit que c'est terminé. Cette époque est révolue. On veut avancer dans des choses modernes et que le client soit roi. C'est pour ça qu'on a dissocié d'ailleurs. Quand vous avez une facture d'eau qui fait 7 millions, allez, je prends l'exemple, et puis on vous coupe l'électricité parce que vous ne payez pas votre facture. Donc c'est terminé, c'est interdit. Si jamais demain on vous dit que c'est comme ça encore, il faut se plaindre, il faut le dire. Et les câblages araignées dans les différents quartiers? C'est l'extension des réseaux, c'est de l'investissement. Donc les populations vont continuer à participer à l'extension des réseaux en achetant les poteaux électriques? Bon, il y a plusieurs, vous savez, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que si jamais, effectivement, non, normalement c'est du ressort de l'État, c'est de notre ressort. Mais ça ne suivait pas, les investissements ne suivaient pas. Là où nous allons faire des économies sur les gains des expatriés, écoutez, nous essayons d'améliorer l'extension des réseaux. Et ça prend du temps, ça va prendre du temps, mais nous allons le faire. Qui dit extension, dit transformateur, dit aussi puissance, parce que vous savez, Veolia nous a masqué, mais nous sommes en déficit même énergétique. Nous avons recours à 45 mégawatts de location de groupe pour pouvoir faire fonctionner l'électricité au Gabon. Ce qui veut dire que tout ça, c'était de la poudre aux yeux qu'on nous a fait pendant 20 ans. Quel est aujourd'hui le statut de la CETEG à côté de la SEG? Bon, la CETEG, normalement, c'est le bras armé du ministère et de l'État en matière justement d'extension de réseau, de travaux, d'eau, d'énergie. Donc, effectivement, la CETEG également sevrait des paiements de la SEG volontairement pour asphyxier le secteur, donc a beaucoup souffert, a dû faire des licenciements économiques il n'y a pas longtemps. Nous sommes en train de relancer la CETEG. Je crois que dans les mesures exceptionnelles du chef de l'État, les 5000 lampadaires d'ailleurs, ils sont partie prenante dedans puisque c'est eux qui installent les lampadaires. Donc je crois qu'on essaye de remettre à flot la CETEG. Son directeur général fait tous les efforts pour essayer de remettre un peu... Donc au Gabon, on a la CETEG, on a la SCG, on a la CNEE, on a la ARSEE. L'ARC. Toutes ces institutions-là, juste pour gérer l'énergie et l'eau? Disons que, l'ARC, c'est l'organe de... Il n'y a pas d'amalgame à un moment?
Non, c'est la régulation. Ou de doublons. Vous savez, dès lors que vous mettez de la concurrence dans un secteur, il faut forcément qu'il y ait un régulateur. C'est comme l'ARCEP du côté des postes, etc. Donc là, aujourd'hui, quand Télémania, ce sont les Israéliens produisent de l'électricité, quand les Chinois, le Grand Poubara, font de l'électricité, etc., il faut qu'il y ait un agent régulateur, c'est l'ARCE. Ça se comprend tout à fait. Ils ont fait un travail formidable sur l'eau, mais ils n'ont pas été entendus, justement parce qu'il y avait des problèmes de financement. Ils n'étaient pas financés par des subventions de l'État. On ne leur a jamais donné leurs subventions. Donc, c'est un article qu'on appelle l'article 47 qui est pour surveiller la concession, qui était payé par la SEG pour se faire contrôler. Vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et le Conseil national, ils font quoi? Le Conseil national de l'eau et de l'électricité, effectivement, c'est un organisme normalement qui devait conseiller, un conseil. Malheureusement pour moi, aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est un peu dérivé et qui n'est pas forcément dans le tempo et dans ma vision. Donc il faut recadrer tout ça pour que ce soit vraiment un conseil. Ils ne sont pas là pour faire seulement de l'éclairage public, faire des travaux, des choses comme ça. Il faut concevoir, c'est ça. Mais vous savez, c'est devenu une boîte à salaire, donc nous sommes en train de travailler dessus. Monsieur le ministre, on a fait partir Veolia et on sait que tout ce qui s'est passé ne s'est pas passé sans le concours des nationaux. Parce qu'un étranger ne peut pas venir dans votre pays et participer à des malversations sans que les autochtones eux-mêmes n'y mettent la main. Aujourd'hui, on a enlevé les étrangers, on n'est resté qu'avec les autochtones. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des dérives? Est-ce que vous êtes confiant de vos équipes? Bon, vous savez, je crois que je ne peux féliciter que les 6 personnes qui font le top management de la SEG aujourd'hui. Je crois que M. Massila Kandégué, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et j'ai eu à travailler avec lui quand j'ai pris mes fonctions, parce qu'il était directeur général de Gabon Power Company, est un monsieur, je crois, qui ne souffre d'aucune, ambiguïté en matière de management, et que tout le monde l'a apprécié et tout le monde a trouvé ce choix judicieux. Et l'équipe qui l'accompagne également. Donc je crois qu'il y a également un mélange de jeunes, un mélange de personnes plus âgées. Et je crois que l'amalgame, disons, l'alliage fonctionne bien. Alors après, vous savez, les dérives, il y en a toujours, mais je crois qu'ils sont conscients, comme le personnel d'ailleurs, que je tiens à féliciter, qu'il y a quand même un élan patriotique dans cette gestion. On est capable de prouver qu'on peut gérer. C'est pour ça que moi je leur dis aussi qu'il y a un challenge pour eux aussi, pour dire que peut-être demain, pourquoi pas, le Gabon garderait sa société aux mains des nationaux, pas forcément avec un nouveau partenaire. Donc c'est à eux de prouver que s'ils veulent garder leur outil, qu'ils travaillent et qu'ils améliorent les conditions des compatriotes. Monsieur le ministre, parlons d'énergie verte. On se souvient le 31 décembre dernier, l'allocution du président de la République. Il parlait de l'implantation dans plusieurs zones du pays de lampadaires solaires. Ça a commencé dans la zone de l'Alala qui est déjà tout éclairée à la nuit tombée. Aujourd'hui, quelle est la stratégie mise en place pour l'entretien de ces équipements que l'on sait très sensibles? Parce que c'est des expériences qui ont déjà été vécues. L'université avait déjà... le ministère des Affaires étrangères, enfin l'ex-bâtiment... avait déjà utilisé ce type de technologie. Et puis on sait comment ça finit. Bon, il faut savoir que les technologies ont beaucoup évolué dans ce domaine-là. Si jamais vous allez dans l'arrière-pays, l'autre jour j'étais à Dendé, vous avez Olam qui avait placé à un moment donné des panneaux solaires, des lampadaires solaires pour les villages. Vous avez une grosse batterie visible, vous avez un gros panneau, vous avez une petite lampe, etc. Bon, cette technologie a beaucoup évolué aujourd'hui. Donc je crois que les panneaux solaires que nous avons pris déjà, ils ont une durée, ils sont garantis pendant 5 ans d'une part. Et ensuite, il y a de l'entretien. L'entretien, c'est nettoyer les panneaux solaires. Il faut les passer. Donc je crois qu'il y a des contrats d'entretien qui ont été passés justement avec la CETEG ou pour que ça puisse fonctionner. J'espère que ça durera, mais je crois que les gens sont contents. Ce sont des panneaux de qualité, hein, donc je crois que bon, on va attendre. L'expérience vivra. Et puis, oui, moi, c'est la dernière question. Oui, dernière question. Serez-vous candidat aux législatives prochaines? Alors, vous savez, il y a tellement d'eau qui coule sous les ponts. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas ni dans la provocation, mais je suis dans le raisonnable. C'est vrai qu'il y a des décisions qui ont été prises par la Cour constitutionnelle qui sont insusceptibles de recours. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu les accords d'Angondjé. Dans les accords d'Angondjé, nous avons, et moi j'étais rapporteur de la commission justement pour pacifier un peu le climat politique, et il a été acté que, effectivement, les candidats frappés d'inéligibilité, en fait, tous les acteurs politiques, parce que d'une part, vous êtes frappé d'inéligibilité, et puis d'autre part, vous pouvez être aussi condamné pénalement. Mais bon, concernant, effectivement, mon cas,
puisque nous sommes 3, nous avons été frappés d'inéligibilité par la Cour, mais bizarrement, il n'y a pas eu de plainte au pénal, il n'y a rien eu. Et parce que justement, on sait très bien que c'était une décision politique. Donc maintenant, bon, écoutez, moi, je suis un homme politique aussi. On ne pourra pas me dire que la Constitution n'a pas évolué à partir des accords d'Angondjé. C'est à partir des accords d'Angondjé et les hommes politiques que nous avons fait bouger les choses et changer la Constitution, créer le CGE, etc., etc., etc. Donc vous êtes candidat. Vous serez candidat. Et même changer la Cour constitutionnelle elle-même. La manière qu'elle fonctionne, etc., etc. Donc, de la même manière, effectivement, il y a des actes du dialogue qui doivent être pris. Et cet acte du dialogue devra être pris maintenant. Attendons, moi je dis, je suis serein. Mais vous voulez être candidat? Moi, si vouloir être candidat, bien entendu. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Avez-vous quelque chose d'autre à dire? Ben écoutez, c'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Je ne fais que vous lancer des fleurs chaque fois, mais c'est vrai que ça donne un peu de fraîcheur dans le monde et c'est pour ça que j'y participe toujours avec beaucoup de plaisir. Je profite encore pour dire aux compatriotes que vraiment, c'est vrai que c'est difficile de vous demander encore de souffrir, comme on dit, pour l'eau. Fin août, donc il pleut en amont de Libreville, donc la pression va revenir et bon, mais on va supporter nous tous, mais je crois que j'espère surtout que c'est la dernière saison sèche qui sera aussi difficile pour nous. Je vous remercie. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on se retrouve juste derrière. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm